Pour comprendre l'accident vasculaire cérébral, nous allons parler aujourd'hui de l'un des principales étiologies des pathologies cardiovasculaires, qui est l'athérosclérose. Je suis le gosse, soyez les bienvenus sur ma chaîne dédiée à l'exploration du monde médical. L'athérosclérose, c'est une pathologie, au début insidieuse. Elle touche tous les individus sans distinction de sexe, de race ou de milieu social. Par le passé, les populations moins aisées étaient touchées par cette pathologie, mais aujourd'hui, avec l'augmentation de l'obésité et de la sédentarité, elle est devenue une pathologie universelle. Plusieurs territoires sont touchés par cette pathologie, à savoir le cerveau, le cœur et les membres pelviens. Et en absence d'une prise en charge, la létalité de cette pathologie est élevée, puisque aujourd'hui, les pathologies cardiovasculaires représentent la première cause de décès au niveau mondial. Par cette optique, l'athérosclérose constitue donc un véritable objectif de la politique de santé publique. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, en sigle OMS, définit l'athérosclérose comme étant une association de remaniement de l'intima, des artères, des gros et moyens calibres, consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de dépôts de calcaire avec remaniement de l'intima. Comme mots-clés dans cette définition, nous avons l'artère, l'intima, la média, et nous avons l'athérome. Donc, l'athérosclérose ici, c'est une pathologie qui aboutit à la formation d'une plaque dite athérome au niveau de la paroi artérielle. Et au sein de cette plaque, les éléments inflammatoires et les lipides vont se réorganiser avec d'autres éléments, aboutissant à une modification de l'aspect et des propriétés de la paroi artérielle. À titre de rappel, la paroi artérielle est constituée de 3 couches concentriques. À partir de la lumière vasculaire, on distingue l'intima, la média et l'adventice. L'adventice que voici est la couche la plus externe. Elle enveloppe les autres tuniques. Elle permet de maintenir l'intégrité des vaisseaux et d'assurer leur protection. Elle est constituée des fibres de collagène et des fibres élastiques. Quant à la média que voici, c'est la couche intermédiaire. Elle est située entre l'intima et l'adventice. C'est la partie épaisse composante des vaisseaux sanguins et l'importance de cette épaisseur est lié à la présence de nombreuses fibres musculaires lisses. Et ces fibres musculaires lisses sont situées entre deux sous-couches, à savoir la limitante élastique interne et la limitante élastique externe. Mais au-delà de cette composition générale de la média, il existe plusieurs compositions différentes de cette média qui vont varier d'un point de vue quantitatif selon le type de vaisseau. Par exemple, au niveau des artères, la composante élastique augmente de volume pour supporter la pression exercée sur la paroi artérielle. C'est ce que l'on nomme par compliance artérielle. Compliance artérielle. Mais le problème est que lorsque l'on vieillit, cette composante élastique diminue progressivement et celle-ci va entraîner une rigidification de la paroi artérielle. Et la dernière couche, ou encore la dernière tunique, nous avons l'intima, qui est la couche la plus interne. Elle est en contact direct avec le sang. Elle est constituée d'une monocouche de cellules qu'on appelle endothélium vasculaire et des tissus conjonctifs. L'endothélium vasculaire possède plusieurs propriétés. Elle permet la sécrétion de diverses substances qui vont permettre la vasoconstriction et la vasodilatation artérielle. En amont, nous avons parlé de l'athérosclérose comme étant un processus qui aboutit à la formation de l'athérome. Nous avons vu l'athérosclérose dans sa généralité et nous allons voir les facteurs de risque de l'athérosclérose. Les facteurs de risque de l'athérosclérose ou d'une maladie quelconque sont des éléments qui favorisent la survenue de cette pathologie.
mais il est impossible de définir une cause unique responsable de l'apparition d'une maladie. De ce fait, les études épidémiologiques, rétrospectives et prospectives réalisées sur un grand nombre de sujets ont permis d'associer diverses situations ou pathologies à l'apparition de l'athérosclérose. Pour confirmer avec certitude l'existence d'un lien entre l'athérosclérose et un facteur de risque, il doit exister une relation mathématique statistique fortement établie et une explication plausible scientifique du lien de causalité. On doit également prouver que la suppression d'un facteur de risque devient une situation préventive de l'apparition de l'athérosclérose. Et lorsqu'un patient présente plusieurs facteurs de risque, l'augmentation du facteur de risque n'est pas additif, mais synergique. C'est-à-dire que chaque facteur de risque va augmenter le risque provoqué par l'autre et réciproquement. Donc à ce niveau-là, on a une interaction réciproque entre les différents facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont classés en deux types. On distingue les facteurs de risque qui sont dits modifiables et les facteurs de risque qui sont dits non modifiables. Les facteurs de risque modifiables sont les éléments sur lesquels nous pouvons agir. Et parmi ces facteurs de risque, on note l'obésité et la sédentarité. On a une accumulation anormale de la graisse au niveau de l'organisme et celle-ci peut nuire à la santé. C'est-à-dire à ce niveau, on a un déséquilibre entre les apports et les dépenses caloriques. Et cela est donc dû au manque d'activité sportive et à la sédentarité. Comme deuxième facteur de risque non modifiable, nous avons la sédentarité. Les études ont montré que le risque de faire un infarctus du myocarde est multiplié par 2 chez un patient sédentaire. Du coup, il est recommandé de pratiquer quotidiennement une activité sportive au moins 2 à 3 fois dans la semaine. On distingue également le tabagisme. Le tabagisme, d'après l'étude de Famigram, je crois bien en 1997, Famigram a montré que la consommation de tabac réduisait la production ou encore la synthèse, la libération du monoxyde d'azote au niveau de l'endothélium vasculaire. Et le tabac est athérogène par plusieurs mécanismes. Elle entraîne, nous avons une augmentation de la perméabilité au niveau de l'endothélium vasculaire. Et la nicotine, qui est une substance contenue dans le tabac, va favoriser la stagnation des lipoprotéines au sein de la paroi artérielle. Et le tabac entraîne également une diminution des HDL, cholestérol. On distingue également l'hypertension artérielle, également un facteur de risque, puisqu'elle sera à l'origine d'un flux turbulent. On a également le diabète. Cette pathologie va entraîner une modification du profil lipidique chez les patients en augmentant les triglycérides, en diminuant les HDL, le cholestérol et en oxydant, favorisant l'oxydation des LDL, le cholestérol qui vont devenir de plus en plus athéromatiques. LDL, cholestérol. C'est un mot-clé. Vous allez comprendre, vous allez saisir le sens de ce terme dans le mécanisme physiopathologique. Et nous avons également la dyslipidémie. En facteur de risque non modifiable, nous avons l'âge. L'âge, le sexe et l'hérédité. Les sujets à risque sont les sujets âgés de 50 ans chez l'homme et de 60 ans chez la femme. Et l'hérédité joue un rôle important puisque certains facteurs génétiques peuvent être à l'origine, peuvent augmenter le risque de survenue d'une pathologie cardiovasculaire, comme les anomalies du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ainsi, pour comprendre le mécanisme de l'athérogénèse, le mécanisme qui aboutit à la formation d'une plaque d'athérome, on distingue 2 points culminants: dysfonction endothéliale et l'accumulation des LDL cholestérol. C'est-à-dire, je m'explique, voici représenté sur ce schéma l'intima et l'almédia, composantes des vaisseaux sanguins. Et une simple dysfonction de la cellule endothéliale, là on est au niveau de la lumière artérielle, va favoriser une augmentation de la perméabilité des cellules endothéliales et celle-ci va permettre l'entrée des LDL, cholestérol sanguin, au niveau de la paroi interne, c'est-à-dire au niveau de l'intima. Et cette entrée est d'autant plus importante
que le taux de LDL, le cholestérol sanguin, est élevé. Et petit à petit, ces LDL, le cholestérol, s'y oxydent au niveau de la paroi interne, au niveau de l'intima. Ils vont devenir inflammatoires, cytotoxiques pour la paroi interne du vaisseau. Et celle-ci, afin de l'éliminer, dans d'autres l'homme qui est lésé, elle va recruter les globules blancs, c'est-à-dire ici là, il y aura le recrutement des monocytes via l'expression des molécules d'adhésion que voici, les deux molécules d'adhésion. Et ces monocytes, elles vont pénétrer la paroi interne du vaisseau, capter les LDL cholestérol oxydé et se transformer en macrophages. Et à force de phagocyter les LDL cholestérol sanguin, les macrophages vont se transformer en cellules spimeuses. Et ces cellules spimeuses vont sécréter les cytokines pro-inflammatoires que voici, interleukine 1 et le TNF-alpha. Celles-ci vont favoriser l'augmentation de la perméabilité des cellules endothéliales et donc la création de nouvelles cellules spimeuses. Et c'est l'accumulation de ces cellules qui sera à l'origine de la formation de la strie lipidique. En plus des lipides intracellulaires, on va observer les dépôts de lipides extracellulaires et c'est l'association de ces lipides internes et externes qui va constituer le centre athéromatique de la plaque que voici. Et en réaction à ce mécanisme inflammatoire, les cellules de la média, les cellules des musculaires lisses vont migrer vers l'intima pour essayer de l'isoler de cette amas cellulaire inflammatoire. Et celles-ci vont sécréter du collagène et de la matrice extracellulaire qui va être à l'origine de la synthèse de la chape fibreuse de la plaque. Et lorsque les phénomènes inflammatoires se chronisent, sous l'action des métalloprotéases sécrétées par les macrophages, elles vont digérer le collagène sécrété par les cellules musculaires lisses. Et celle-ci va favoriser l'affinement de la chape fibreuse, pouvant donc se rompre. Et la rupture de la plaque va permettre la mise en contact du centre athéromatique de la plaque avec la circulation sanguine. Et celle-ci va activer l'homéostase, va permettre la formation d'un thrombus, allant du ralentissement de la circulation sanguine au blocage de la circulation sanguine. Concernant l'évolution de la plaque de l'athérome, dans l'évolution, on observe une réduction, la réduction progressive de la lumière artérielle, malgré le phénomène de remodulage artériel. Et les lésions deviennent symptomatiques lorsque la sténose représente 70% de la lumière vasculaire. Et en cas d'une instabilité de la plaque, on aura plusieurs manifestations cliniques, comme le syndrome coronarien aigu pour les artères coronaires, l'accident vasculaire cérébral pour les artères des troncs supra-aortiques, l'ischémie aiguë des membres inférieurs pour les artères des membres inférieurs. Et cette transformation peut survenir à n'importe quel moment sur une plaque évolue. Il peut s'agir soit d'une rupture de la plaque, une fissure de la plaque, rupture de la plaque, une ulcération de la plaque ou d'une hémorragie intraplaque. Mais il est important de retenir également que l'athérosclérose est une pathologie qui intervient, s'installe de façon progressivement sur longue durée, voire des décennies. Pour conclure, l'athérosclérose est une pathologie qui aboutit à la formation d'une plaque dite athérome et elle est d'une origine multifactorielle impliquant les habitudes et modes de vie comme le tabagisme, le manque d'activité physique, les facteurs métaboliques comme le diabète, et la prévention et la gestion des facteurs de risque sont essentiels pour minimiser l'impact sur la santé.